Merci Jacques. Je vais vous parler de prise en charge anténatale des sténoses aortiques critiques et des atrésies pulmonaires à septum interventriculaire intact, qui sont deux malformations qui correspondent chacune à peu près à 5% des cardiopathies congénitales, mais qui représentent surtout une étape dans une séquence malformative. Alors Patrick Barbet pourrait bien mieux que moi vous expliquer ce qu'est une séquence malformative, mais globalement, il y a un facteur déclenchant initial, et le facteur initial va entraîner une cascade d'événements qui va aboutir à une morbidité et à une malformation bien plus complexe que l'accident initial ne pouvait le laisser supposer s'il était isolé. Et globalement, pour ces obstructions des voies artérielles principales, le risque, c'est que le cœur du côté gauche pour l'aorte et droit pour l'artère pulmonaire deviennent hypoplastiques et donc ne puissent pas bénéficier d'une circulation biventriculaire dans tous les schémas réparateurs qu'on pourra ensuite imaginer. Et donc deux exemples, à gauche un hypo-VG et à droite un hypo-VD qui rendent le futur sur deux ventricules extrêmement improbable. Alors, toute la difficulté, la première difficulté de cette intervention prénatale est d'en fixer l'indication. Vous avez ici le déroulé échographique d'une sténose aortique bien tolérée. Alors certes, on a des piliers de la valve mitrale qui sont échogènes, mais on garde une fonction ventriculaire qui est normale. Il n'y a pas d'hypoplasie de l'aorte sous-jacente, l'anneau aortique est normal, et cette valve, bien que sténotique, s'ouvre de façon antérograde. Et il n'y a pas de coarctation, et dans l'aorte horizontale, le flux est lui aussi antérograde. Ceci est une sténose aortique bien tolérée, et elle ne représente pas une indication d'intervention prénatale. Que ce soit la même ou un autre cas, vous voyez ici des différences assez fondamentales. Vous avez un ventricule gauche qui est maintenant moins mobile, avec une fibroélastose bien visible. Bien que le ventricule soit plus petit, il reste encore bien identifiable. On a une inversion du flux interauriculaire et une arche aortique qui devient franchement hypoplasique avec un vrai risque de coarctation. Et c'est là que peut se poser l'indication d'une dilatation de cette valve aortique pour essayer d'augmenter le débit pendant les 2 mois et demi qui vont rester, de façon à augmenter la probabilité d'avoir un ventricule qui soit plus fonctionnel qu'il ne serait dans l'histoire naturelle de cette malformation et qui puisse bénéficier, ensuite que cet enfant puisse bénéficier d'une circulation biventriculaire. On peut laisser passer cette opportunité ou se retrouver d'emblée devant une forme, parce que diagnostiquée à ce terme-là, qui montre un ventricule qui est dilaté, mais totalement akinétique, à parois très fines et plus du tout fonctionnelles, une valve aortique fixée et une franche hypoplasie de l'arche aortique avec un flux rétrograde. C'est sans doute même trop tard là pour une intervention prénatale. Sur l'autre versant, sur le versant droit, l'atrésie pulmonaire avec septum interventriculaire intact. Bien entendu, on ne se pose même pas la question s'il existe une communication interventriculaire qui protège ce ventricule droit de l'hypoplasie. On va ici avoir une forme à laquelle on n'aura pas du tout envie de s'intéresser de façon invasive en prénatal, une bonne contractilité ventriculaire et une régurgitation tricuspide qui montre une bonne pression dans cette régurgitation, ce qui témoigne d'une capacité ventriculaire qui peut bien entendu et qui doit être examinée de façon plus objective dans sa fraction de raccourcissement, mais qui est une bonne forme. La forme peut s'aggraver ou être d'emblée comme celle qui s'offre là sur ce déroulé, avec un très petit ventricule, et c'est ce qui va faire aussi dans ces formes droites la plus grande difficulté du geste, une mauvaise contractilité, une régurgitation tricuspide qui est faible et pas du tout de flux pulmonaire visible avec un petit anneau pulmonaire. Cette forme a une très forte probabilité d'évoluer vers une hypoplasie du cœur droit, si on ne veut pas encore l'appeler comme ça, et peut potentiellement bénéficier d'une intervention in utero. La difficulté est donc dans la pose de l'indication.
Et c'est une expertise cardiologique extrêmement pointue, pour lesquelles les différents intervenants, cardiologues, pédiatres, spécialistes des anomalies congénitales, peuvent ne pas être d'accord et en tout cas doivent débattre avant que l'indication soit posée. C'est donc une forme d'intervention in utero qui est sollicitée par les cardiopédiatres. Au cours des 5 dernières années, on a proposé une valvuloplastie aortique dans les formes critiques qui étaient expertisées et pour lesquelles l'évolution défavorable était la plus probable entre 24 et 32 semaines. Donc, je vous rappelle les critères: un flux rétrograde dans la crosse, une inversion du flux interatrial, une franche dysfonction du ventricule gauche, mais une forme a priori isolée de malformation, cariotype et déséquilibre génomique compris. Et puis, plus récemment, on a également proposé cette intervention dans des formes d'atrésie pulmonaire à septum intact, dans ces 2 indications d'ailleurs, très souvent comme une alternative à l'interruption médicale de grossesse ou une dernière tentative avant que cette femme se résolve à demander une interruption de grossesse si l'évolution n'est pas favorable et une alternative à l'accompagnement éventuellement. Alors, le geste lui-même, la personne clé, c'est le cardiologue, qui est Younes Boudjemline pour la très grande majorité de ses interventions, puisqu'il réalise la quasi-totalité des cathétérismes cardiaques postnatales, et c'est lui qui va être le responsable du cathétérisme de cette valve. L'obstétricien, le prénataliste, va faire en sorte que son aiguille s'arrête juste devant la valve aortique ou perfore la valve atrétique pulmonaire. C'est une différence, là encore, la perforation de la valve qui est un facteur de plus grande morbidité dans cette intervention droite. Elle se fait généralement sous analgésie péridurale maternelle parce qu'il y a un travail préalable de positionnement du fœtus de façon à ce que ce geste soit réalisable par voie percutanée sans être amené à faire une laparotomie maternelle comme c'était le cas dans les premiers 50 cas faits aux États-Unis. Donc la version sous péridurale. L'anesthésie pour le fœtus est une anesthésie générale et une curarisation, soit en intrafuniculaire, soit en intramusculaire. Et ensuite, l'approche du cœur donc, est percutanée pour la mère, transutérine, transthoracique pour le fœtus. C'est une grosse aiguille, 17-18 gauges, dépendant un petit peu de la taille de l'anneau et de la taille de cathéter qui va donc être nécessaire. Ce cathéter est un cathéter de dilatation coronaire et la taille du ballon est déterminée par la taille de l'anneau préopératoire. Il faut avoir à sa disposition immédiate du sang pour une transfusion in utero et de l'adrénaline pour ce fœtus. Alors, le geste lui-même, donc le principe est d'entrer pour l'aorte, d'entrer dans le ventricule gauche. Je vais la lancer à la main, voilà. Ça, c'est la boucle, la fin de la boucle. On va tout de suite avoir le début qui est plus intelligible. Voilà, donc on aligne la pointe du ventricule gauche avec la pointe de l'aiguille. Le fœtus, je vous rappelle, est endormi et curarisé. On entre par la pointe du ventricule gauche et on amène l'aiguille devant l'orifice aortique. Là s'arrête le travail de l'obstétricien pour l'instant. Et donc le cathéter est passé à travers cette aiguille dans l'aorte. On a généralement caractéristique une petite bradycardie. Le ballonnet est gonflé en fonction de la taille de l'anneau initialement évalué et la valve est strippée sur le même principe que le principe donc, du Rashkin, mais pour cette valve. Et puis, le signe que le succès est technique immédiat, c'est que le fœtus ne meurt pas, d'une part, et d'autre part, qu'il y ait un flux qui passe dans cette aorte. Pour l'artère pulmonaire, c'est le même principe. L'abord, techniquement, est plus délicat parce que le ventricule est plus petit. Généralement, la paroi est beaucoup plus hypertrophique, donc la cavité ventriculaire est moins accessible. Et puis, il faut également perforer cette valve, ce qui est une source de morbidité péropératoire plus importante. Donc, on se met sur un petit axe globalement sous-xiphoïdien, où quand les choses sont vraiment favorables, on peut le faire aussi dans un plan axial, ce qui est plus confortable, mais le plus souvent, c'est une approche un petit peu plus difficile techniquement, et le principe est le même. On passe le cathéter, on dilate la valve. Alors, les sténoses qui étaient éligibles au cours des 5 dernières années, c'était donc 65 cas, dont à peu près moitié aortique et moitié pulmonaire.
Le choix de ces choix éclairés, conseillés de façon extensive, a été de tenter une valvuloplastie dans 24 cas pour l'aorte et de se contenter d'une surveillance pour 8 d'entre elles. Et pour les valves pulmonaires, pour l'APSI, eh bien, une valvuloplastie dans 6 cas et une surveillance dans 27 cas. Si on regarde les valvuloplasties aortiques, vous voyez que la morbidité est relativement lourde, parce qu'il y a 3 morts fétales in utero péropératoires, qu'en dépit d'un geste qui a été réalisé sans encombre, eh bien, il y a eu 6 demandes d'interruption de grossesse par la suite du fait d'une piètre évolutivité ou évolution peu favorable de la malformation, 2 ont été perdus de vue. Je pense que ces 2 perdus de vue sciemment sont des gens qui ne souhaitent pas être recontactés. Et au total, donc 10 nouveau-nés vivants et 2 grossesses en cours. Dans le groupe de ces femmes qui n'ont pas souhaité avoir une valvuloplastie, 4 interruptions, 2 morts néonatales, 2 nouveau-nés vivants sur lesquels nous reviendrons. Sur le versant pulmonaire, 6 cas, beaucoup moins, donc de choix de ce type. Une IMG, 2 morts fétales in utero, 3 nés vivants. Et dans celles qui n'ont pas souhaité d'intervention, pour les mêmes raisons, donc 17 nés vivants sur 27. Les complications chirurgicales ne sont pas négligeables. 8 échecs techniques, le ballon qui explose avant d'être totalement gonflé, en particulier, ou qui ne se gonfle pas malgré les manœuvres préopératoires, 5 réinterventions, mais surtout les accidents aigus qui sont à type d'hémopéricarde avec tamponnade, qui nécessitent à la fois l'évacuation de l'épanchement, bien entendu, généralement le recours à adrénaline parce que ceci s'accompagne d'une bradycardie extrême, et puis une transfusion in utero devant l'anémie résultant de ces hémopéricardes massifs. Donc, 5 morts fétales périopératoires qui se répartissent surtout versant pulmonaire, même si ce geste a été fait moins souvent. À l'âge médian de 2 ans, on peut voir que sur les 10 survivants de la valvuloplastie aortique, on a 7 réparations biventriculaires et 3 univentriculaires. Et que dans le groupe expectative, les 2 survivants sur les 8 de départ, 1 sur 2 a une réparation biventriculaire. Ceci n'incite pas et n'invite pas aux statistiques, et purement descriptif. Sur le versant de la valvuloplastie pulmonaire, 3 survivants sur les 6 cas de départ, 3 circulations biventriculaires par simple valvuloplastie postnatale. Et dans la série, dans le groupe expectatif, 18 survivants, 12 circulations biventriculaires. L'expérience la plus importante se trouve à Boston, qui a publié l'an dernier ses 100 premiers cas, pour lesquels on retrouve donc l'obtention dans les aortes uniquement d'une circulation biventriculaire dans 40% des survivants, avec un taux de perte fétale périopératoire identique d'à peu près 10 à 15%. Donc en conclusion, ces valvuloplasties prénatales sont d'indication rare. L'indication doit être posée par un ou plusieurs examens experts cardiopédiatriques pour anticiper de l'évolution naturelle de la maladie afin de bloquer cette évolution dans une séquence malformative qui aboutirait à l'hypoplasie du cœur gauche pour l'aorte et du cœur droit pour l'artère pulmonaire. Le taux de perte fétale périopératoire est significatif, 12% pour l'aorte et plus pour la... Mais enfin, on a fait 6 cas pulmonaires, enfin c'est rapporté par d'autres auteurs se étant attaqués à ce problème, et 70% de survie avec circulation biventriculaire chez les survivants dans ces valvuloplasties aortiques. Donc une place certainement, laquelle, un peu trop tôt pour le dire, une étude d'évaluation avec une randomisation est souhaitable. Elle a peu de chances d'aboutir étant donné 1. La rareté de la malformation, 2. L'option initiale d'interruption de grossesse, 3. L'engagement de ces femmes ne voulant pas interrompre mais voulant tenter quelque chose. Avec ce type de taux de succès, si on randomisait ces femmes, eh bien, elles auraient a priori une probabilité de 75% d'un échec dans l'étude randomisée, ce qui n'est pas attractif dans ces conditions. Je vous remercie pour votre attention. Qui pour nous est quand même impressionnante, et je crois que vous êtes le commentateur. Alors je suis le commentateur mais pas très éclairé, puisque
C'est effectivement stupéfiant. Ce sont des interventions à très très haut risque, et évidemment en évaluation. Et vous voyez qu'il y a dans la spécialité des spécialités des spécialités, et que ce n'est pas facile, en tout cas pas à moi, d'apporter des commentaires éclairés sur le sujet. Sinon, pour devoir féliciter Yves, parce qu'il se comporte de façon exemplaire, à la fois techniquement, et je dois le dire, il ne le dit pas, mais éthiquement, dans ses démarches et dans ses recherches. Il n'y a pas de commentaire a priori particulier, sinon d'encourager, comme il a été dit, la poursuite des études et des essais randomisés s'ils étaient possibles, mais les perspectives sont tellement pessimistes que ça devient peu réaliste. Et je ne vois pas a priori, n'étant pas cardiopédiatre, de questions spécifiques à poser, mais peut-être vous en avez-vous des questions, vous qui êtes ou des cardiologues ou des chirurgiens cardiaques, et qui auraient peut-être des questions à poser, plus précises, peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas. Mais merci beaucoup. Je veux dire que moi aussi j'ai été ébloui par la qualité de ce qui a été présenté. J'ai une question dont j'ai presque honte de la poser tellement elle va traduire mon manque de connaissances anatomiques. Tu as dit que lorsque l'abord de la valve pulmonaire posait un problème parce qu'il fallait perforer la valve. Je n'ai pas compris quelle était la valve qu'il fallait perforer pour arriver à la valve pulmonaire, parce qu'elle est atrétique et le cathéter ne passe pas. La valve elle-même, d'accord. Alors autant pour moi. Merci. Vous avez parlé des expériences des États-Unis, et vos amis anglais, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Parce qu'ils doivent avoir aussi une expertise, non? Oui, alors la papesse de la cardiologie prénatale en Angleterre, c'est Lindsay Allan, qui est de la même génération que Laurent, donc qui vient de Renfermont, donc qui vient de partir à la retraite et qui était une farouche opposante à tout ce qui était geste in utero. Donc ses successeurs sont beaucoup plus favorables et un programme vient de commencer au King's College. Si je peux me permettre de faire un petit commentaire de chirurgie, pendant de très nombreuses années, on a rêvé de pouvoir faire de la CEC in utero, la chirurgie fœtale in utero. Et il y a eu des heures et des heures de travail expérimental qui ont été faites. Ça a toujours été un échec. La CEC in utero aboutit constamment, pour des raisons qui restent un peu obscures, à une mort fœtale in utero. Donc il n'y a pas de place, et vraisemblablement il n'y aura jamais de place pour la chirurgie cardiaque à cœur ouvert in utero. Par contre, il est évident que toutes ces procédures de dilatation ou de fermeture, peut-être de canaux ultérieurement, sont appelées, à mon avis, à un avenir certain. L'autre obstacle, si je puis dire, à cela, outre le risque de mort fœtale, c'est celui d'accouchement extrêmement prématuré, qui, on en parlera probablement tout à l'heure, mais qui est vraiment une des complications majeures de ce type de chirurgie quand elle est faite à utérus ouvert. Et moi, je me souviens, dès 1975, expérimentalement à New York, on travaillait là-dessus pour arriver à maîtriser les contractions utérines après, sur l'animal, bien sûr. Hystérectomie, c'est quasiment impossible. Et quand ces enfants naissent à des termes où vous les opérez, ou Yves les opère, il est évidemment beaucoup trop tôt pour espérer une survie, en tout cas une survie sans séquelles. Et c'est donc une des difficultés majeures de ce type d'intervention. Quand vous enfoncez votre aiguille sous échographie, vous êtes avec une vue bidirectionnelle. Oui. Vous vous trompez pas de plan de temps en temps, parce que ça me paraît difficile en bidirectionnel de bien viser le canal. Alors, le plan échographique est plus fin que le plan IRM. Hein. Le plan échographique est de l'ordre du millimètre. Donc, le fœtus étant endormi et immobilisé, si on entre dans le bon plan avec la bonne direction au départ, on peut accorder une grande fiabilité à ces aiguilles. C'est le même principe que celui de la transfusion in utero, où l'aiguille, bien plus fine que celle-là, est amenée dans la veine ombilicale qui ne fait que quelques millimètres de diamètre. Donc le plan échographique est tout à fait fiable, de l'ordre du millimètre, mais d'où l'importance d'une bonne préparation au geste. Et ce qui prend souvent beaucoup plus de temps, c'est la version par manœuvre externe du fœtus, de façon à l'amener dos en arrière et thorax en avant pour essayer de faciliter ce geste. Oui, une question concernant la mesure du ballon pour dilater les orifices et le risque éventuel de sursizing, voire donc d'insuffisance aortique
qui peut être séquelaire après ce geste, qui ressemble un peu à un stripping. Oui. Alors valvulaire. la fuite initiale est plutôt un critère de succès chirurgical quand la valve fuit. Ensuite, on est assez content, enfin Younes Boudjemline surtout, il doit y avoir de bonnes raisons pour ça. Les conséquences d'une fuite postnatale, enfin prolongée sur l'aorte, je n'ai pas d'avis même pas du tout autorisé sur la question. Peut-être que Pascal veut commenter cet aspect-là. La taille du ballon, elle, est adaptée à la mesure de l'anneau, et la mesure de l'anneau est très précisément mesurée, plusieurs mesures, opérateurs différents, etc., pour choisir la taille du ballon, qui est généralement de 3 ou 4 mm. L'inconvénient de ces ballons et de l'équipement que nous utilisons, c'est que ces aiguilles sont grosses, que le ballon, après avoir été gonflé, se dégonfle incomplètement, et qu'une fois que la procédure est faite, que le ballon ait effectivement fonctionné ou ait été explosé avant de remplir son office de dilatation de la valve, eh bien, il faut tout sortir. L'hémorragie peut survenir, malheureusement, j'allais dire, c'est toujours très ingrat. Hein, il faut vraiment être paranoïaque pour faire ce métier que nous faisons tous, parce que c'est très ingrat. Vous avez la procédure qui a duré 2 minutes, c'est celle qui va entraîner la tamponnade massive, et celle pour laquelle on a ramé pendant 20 minutes va très bien se passer. Donc non, ça n'est pas un facteur. Oui, je voudrais poser une question sur le devenir de ces valves qui ont été dilatées par le passage du ballonnet, en me fondant aussi sur quelques souvenirs qui étaient sur des enfants un peu plus grands, et de sténose aortique valvulaire que j'ai opéré. J'ai toujours été frappé de la mauvaise qualité des valves, des lésions extrêmement importantes, un tissu épais, presque un peu cartilagineux. Et qu'est-ce que vous pensez, dans la meilleure des hypothèses, de l'avenir de ces valves dilatées? Alors moi, je ne vais répondre que sur un point, parce que là, je suis frappé de plein fouet par le principe de Peter. J'ai atteint mon niveau d'incompétence avec la fin de votre question. Donc je ne vais répondre qu'à la première question. Je vais demander à Pascal de répondre à la deuxième partie. Mais en fait, Younes ne strippe pas la valve. Le ballon est gonflé dans la valve et dégonflé avant d'être retiré. Donc ça n'est pas une intervention traumatique comme le principe du Rashkin. Ensuite, pour l'avenir de la valve, je pense que Pascal a sûrement une réponse. Le commentaire, c'est que la plupart de ces enfants qui ont bénéficié d'une dilatation prénatale ont eu besoin d'intervention postnatale, soit nouvelle dilatation sur les procédures classiques, soit chirurgie ouverte. Et effectivement, comme vous l'avez noté, ce sont toujours des valves absolument épouvantables. À tel point que je n'ai pas les chiffres parce que je ne les connais pas, mais une bonne partie de ces enfants ont dû être repérés assez rapidement pour avoir une intervention de Ross, qui est une intervention pour remplacer la valve aortique. Le vrai problème que l'on a vu et qui est plus dramatique, c'est que, comme l'a très bien souligné Yves, il faut que cette procédure soit faite suffisamment tôt pour éviter la dégradation des ventricules gauches. Et on a, à ma connaissance, au moins 2 ou 3 malades qui, malgré les opérations itératives, finalement vont très mal parce qu'ils ont gardé une dysfonction ventriculaire gauche, en particulier une dysfonction diastolique très sévère, et que sans doute la seule solution sera à terme une transplantation parce que le ventricule gauche ne marche plus.